Un album qui a attiré notre attention et que l'on vous présente en détail, nos 6 coups de cœur sortis cette semaine, l'actualité de la bande dessinée, voilà ce que propose chaque semaine Le Buller, votre podcast qui traite du 9e art. Dans ce 110e épisode, on vous entraîne dans un palpitant road trip mené presque tambour battant par Amédée Petitjean, notaire à la retraite qui a dépassé les 80 printemps. Dans la deuxième partie, on balayera l'actualité de la semaine en vous présentant les autres sorties qui ont retenu notre attention. Continuons de découvrir les bons, que dis-je, les très bons albums de cette rentrée 2021 en bande dessinée avec Tananarive, un titre qui nous arrive tout droit des éditions Glénat. Preuve s'il en fallait une qu'à 80 ans passés, on peut encore être très actif, le héros de cette histoire que l'on doit au duo Sylvain Vallée et Marc Issersal a dépassé depuis longtemps l'âge de la retraite. D'ailleurs, Amédée Petitjean, du haut de son grand âge et d'une prudence qui a guidé ses pas professionnels alors qu'il était encore notaire, n'était pas destiné à vivre l'aventure qui l'attend. Vous l'aurez compris, en dépit de l'âge avancé des personnages principaux de cette histoire, c'est dans une aventure pleine de rebondissements, dans un road trip surprenant, que nous entraîne ce titre que l'on a pris beaucoup de plaisir à parcourir. C'est donc dans la tête du scénariste Marc Issersal qu'est née l'idée de cette histoire qui met en avant des personnages que l'on n'attendrait pas forcément plongés dans une aventure aussi palpitante. C'est sous les crayons de Sylvain Vallée que se déploie cette bande dessinée qui tient en haleine le lecteur de la première à la dernière page. Après avoir travaillé avec Fabien Nury sur la très bonne série Katanga, Sylvain Vallée signe ici une première collaboration fructueuse avec Issersal pour nous livrer au final un album de 120 pages à plusieurs niveaux de lecture. Mais de quoi est-il question exactement dans Tananarive et que se cache-t-il exactement derrière ce titre énigmatique ? Tananarive est une petite ville de Madagascar dans laquelle le lecteur ne sera jamais emmené. Les seuls voyages exotiques que l'on fera dans cette histoire, ils sont racontés par Joseph Seigneur, voisin et ami d'Amédée Petitjean. Pour échapper à un quotidien morne, à une vie conjugale où il n'a plus grand-chose à raconter à sa femme, celui-ci passe le plus clair de son temps réfugié chez Joseph, grand aventurier qui ne manque jamais une occasion de lui raconter ses exploits. De l'Indochine, en passant par Madagascar, Joseph fait rêver Amédée en revenant sur sa vie d'aventurier, en exposant par le menu détail toutes les péripéties qui ont rythmé son existence. Aussi, c'est avec une profonde tristesse et un grand désarroi qu'Amédée apprendra la mort de son meilleur ami dès les premières pages de l'album. L'histoire aurait très bien pu s'arrêter là, un Joseph enterré, un Amédée inconsolable et une vie ennuyeuse qui se déroule lentement jusqu'à la mort de notre héros à son tour. Seulement, ancien notaire lorsqu'il était actif, Amédée va se donner comme dernière mission de remonter la trace des descendants de son voisin, chose qui ne sera pas aisée a priori puisque celui-ci a fait le tour du monde. Il faut dire qu'en plus de la maison, Joseph laisse en héritage l'intégralité des aventures de Pimpin, aventurier en bande dessinée qui ressemble à s'y méprendre au héros imaginé par Hergé. C'est à ce moment-là le point de départ de l'aventure qui va conduire notre personnage octogénaire dans des contrées aussi sauvages que Lille, Charleville-Mézières ou encore Maubeuge. En effet, c'est en découvrant la carte d'identité de son ami, dont le lieu de naissance véritable est la ville de Charleville-Mézières, qu'Amédée commence à prendre conscience qu'il y a un écart entre les histoires que lui racontait son voisin et la réalité. Pas question pour Amédée de faire le voyage seul, il sera accompagné par l'esprit de Joseph, avec qui il pourra converser et qu'il pourra fustiger à l'envi de lui avoir caché cette vérité. Reste que son cher voisin a vraiment eu une descendance et il est maintenant l'heure de la retrouver et à défaut de parcourir la jungle et la savane, c'est dans le nord de la France que le mènent ses investigations. En compagnie d'Amédée, on mène l'enquête sur les pas de cet aventurier dont le vernis s'écaille au fur et à mesure que l'on récolte des indices sur sa véritable existence. De la mairie de Charleville à l'Ordinaire, un bar où se retrouvent des anciens de la Légion étrangère, l'aventure est rythmée par l'enquête de ce Colombo du dimanche, enquête aussi amusante qu'infructueuse au premier abord. L'idée lumineuse du duo Vallée-Issersal est de mélanger l'aventure vécue et l'aventure imaginaire, les personnages présents et les personnages fantasmés, à l'image de la très belle couverture où une girafe vient s'incruster en fond d'un panneau routier indiquant des villes du Nord.
De fait, l'album acquiert différents niveaux de lecture et invite le lecteur à réfléchir sur la nature humaine, les faux semblants, la trahison ou encore sur l'amitié. L'ensemble fonctionne parfaitement bien et l'album contient aussi sa petite musique interne où la grande majorité des planches se découpent en 4 strips, apportant dynamisme et rythme enlevé à cette histoire. Le très beau et très expressif dessin de Sylvain Vallée finit de rendre cette bande dessinée irrésistible, bande dessinée qui ne manque d'ailleurs pas de rebondissements et de surprises, que nous ne dévoilerons pas pour garder toute la fraîcheur de ce titre. Au final, Tananarive est vraiment une des belles découvertes de ce mois de septembre, un album issu de la collection Millefeuille des éditions Glénat que l'on vous recommande de découvrir sans plus tarder. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur l'actualité du 9e art en s'intéressant plus particulièrement aux sorties incontournables de la semaine. Nous l'attendions avec grande impatience, le 3e et dernier tome de la série Le Dernier Atlas, série que l'on a pris plaisir à suivre et que l'on vous a présenté dans le 45e épisode de notre podcast. Si vous vous posiez la question, oui, le dernier tome lève le voile sur la mystérieuse apparition de Lumeau qui effectue son grand retour dans ce dernier opus. Une fois encore, le George Sand, nom du dernier Atlas, va se révéler être d'un très grand secours pour venir à bout de cette chose venue d'ailleurs. Dans ce dernier épisode, chacun essaye de profiter du chaos entraîné par l'apparition de Lumeau pour essayer de jouer sa partition et s'emparer du pouvoir. Ce sera le cas du chef de la pègre nantaise, Dieu le Père, qui discute avec les représentants de l'État pour proposer ses services à ses conditions. De son côté, c'est tout l'inverse que doit faire la journaliste Françoise Alfort pour cacher son enfant marqué par Lumeau et qui intéresse fortement les autorités. Enfin, pour Ismaël Taïeb, c'est l'heure de la rédemption et des retrouvailles avec un père qui permet au lecteur de découvrir l'histoire familiale de ce personnage énigmatique. En un peu plus de 260 pages, l'histoire s'achève comme elle a commencé, en apothéose, grâce au scénario bien ciselé de Fabien Vellman et Gwen de Bonneval. Côté dessin, c'est toujours aussi magnifique et c'est signé Hervé Tancrel, Fred Blanchard pour le design et c'est sublimé par les belles couleurs de Laurence Croix. Si vous ne connaissez pas encore cette série éditée chez Dupuis, c'est le moment ou jamais de vous y mettre puisque cette fois-ci elle est complète. Et si vous la connaissez déjà, vous serez content de découvrir cette dernière partie. Comme beaucoup de Néerlandais et Néerlandaises, dont le pays fait la part belle au vélo, Aimée de Jonck n'a pas le permis et se déplace essentiellement en taxi loin de chez elle. C'est ce point de départ qui lui a donné l'idée de raconter les diverses rencontres qu'elle peut faire lorsqu'elle est assise sur la place arrière d'un taxi. Dans Taxi, récit de la banquette arrière, l'autrice nous entraîne en sa compagnie dans différentes villes du monde pour des petites promenades depuis la banquette d'un taxi. De Los Angeles, en passant par Paris, ou Jakarta et Washington, les tranches de vie se mélangent et le plaisir d'être spectateur est ménagé jusqu'à la fin de chaque histoire. Avec son style si caractéristique, qui a fait des merveilles récemment sur son album Jour de sable, elle propose un titre dépaysant et plaisant de la première à la dernière page. Album en noir et blanc, qui date de 2019 et qui est enfin traduit en français, nous le devons aux éditions La Boîte à Bulles qui ont eu la riche idée de nous proposer cet ouvrage qui fait 96 pages. Si vous aimez voyager, et si pour vous le voyage commence à l'arrière d'un taxi, alors vous allez adorer cette promenade que nous propose de faire Aimée de Jonck en sa compagnie. Glénat propose depuis la semaine dernière un titre qui nous entraîne en Chine en 2083, baptisé Chen, les enfants perdus. Sur ce pays continent, qui a mis en place la politique de l'enfant unique un siècle plus tôt, la situation est catastrophique et les femmes ne représentent plus qu'une infime minorité de la population. C'est pour cela qu'elles sont surveillées de près par le pouvoir en place et qu'un véritable trafic s'organise autour d'elles et de leur capacité à enfanter. C'est dans ce chaos que le jeune Chen voit sa sœur être kidnappée sous ses yeux et c'est ainsi qu'il se met à sa recherche à travers tout le territoire.
Alors qu'il est à son tour fait prisonnier et qu'il est travesti pour satisfaire les fantasmes masculins, sa sœur Piao, celle-là même qui a été capturée, intègre un gang uniquement composé de femmes bien décidées à se débarrasser des hommes afin de prendre le pouvoir. Dans cette société où règne le chaos et la violence, la quête du frère et de la sœur deviennent diamétralement opposées, bien que les deux subissent au départ leur nouvelle vie. Avec un style très cinématographique dans le découpage et le cadrage, cet album haletant et étouffant saisit le lecteur dès les premières pages et fait monter la tension dramatique au fur et à mesure du récit. Dystopie qui questionne à la fois sur la place des femmes dans la société et sur la violence qu'elles peuvent subir, cette bande dessinée n'en demeure pas moins aussi un divertissement très efficace. C'est au scénario d'Aurélien Ducoudray que nous devons ce très bon titre. Il est servi magnifiquement par le dessin d'Antoine Daudet, mis en couleur par Myrène Kim. Bande dessinée surprenante et captivante, qui nous entraîne dans un futur que l'on n'aimerait pas connaître, c'est surtout un titre que l'on vous recommande chaudement. C'est maintenant du côté des îles Kerguelen que l'on vous entraîne avec La Désolation, nom que l'on donne parfois à cet archipel et titre d'un album sorti cette semaine chez Dargaud. Au centre du récit, Jean-Louis Payette, réunionnais d'origine qui a décidé de s'éloigner de la civilisation en s'embarquant sur le Marion Dufresne, direction cette île du bout du monde. D'ailleurs, il y a longtemps qu'il ne se fait plus appeler par son nom de baptême, pour tout le monde, il se nomme désormais Évariste, à commencer pour Amandine, celle qu'il aime, celle qui est aussi devenue la cause de cet éloignement. Au milieu des scientifiques et des autres touristes de l'extrême, il n'est plus personne et cela semble bien lui convenir. Une fois arrivé sur l'île, la première sortie sur ce caillou, situé à l'extrême sud de la planète, va s'avérer catastrophique pour lui. À la suite d'un éboulement provoqué par un drôle de personnage, Évariste se retrouve prisonnier entre les mains d'une mystérieuse tribu que personne ne semble connaître sur cette île. Commence alors pour notre héros une véritable quête pour sa survie au sein de cette tribu qui ne semble avoir aucun égard particulier pour lui. La Désolation est aussi un récit fort et original que l'on doit au scénario d'Apollo qui interroge ici sur l'humanité de différentes manières. Que ce soit pour parler d'environnement, de survivalisme ou de retour à la nature, ce titre est surtout haletant dans sa construction, bien qu'il repose sur une trame narrative introspective. Ce scénario est superbement servi par le dessin original et intense d'un Christophe Gauthier qui signe ici avec son compère l'un des albums les plus singuliers et passionnants de cette rentrée. Vous aurez compris que l'on vous recommande fortement d'aller jeter un œil vers La Désolation, un titre dont la singularité, tant au niveau du scénario que du dessin, nous a beaucoup plu. Un an après un premier tome qui avait déjà attiré notre attention au moment de sa sortie, il est temps de retrouver les nouvelles aventures de Super Groom, super-héros de la bande dessinée franco-belge, derrière lequel se cache en réalité Spirou. En effet, on doit à Fabien Velleman, celui-là même qui signe aussi le dernier Atlas, d'avoir eu la brillante idée de faire du Groom le plus célèbre de la bande dessinée européenne, un super-héros au pouvoir limité certes, mais au capital sympathie énorme. C'est d'ailleurs ce côté sympathique et amical qui va aider notre super-héros à résister à la concurrence qui fait rage dans un titre baptisé La Guerre Olympique, qui nous entraîne au beau milieu d'une compétition entre super-héros. Ici, l'objectif est de survivre à ses adversaires, dotés de super pouvoirs, et de faire partie des 2-3 premiers à buzzer sur le gros bouton rouge pour être qualifié dans la manche suivante. Si c'est à son corps défendant que Super Groom est amené à participer à cette World Olympic War, il finit par prendre part activement à la compétition qui pourrait bien cacher en réalité un complot dont le mystérieux Chapeau Noir, ennemi redoutable dans cet épisode, en est le représentant. Bref, tous les ingrédients sont réunis ici pour maintenir le lecteur en haleine et pour déployer une galerie de personnages derrière lesquels se cachent en réalité une bonne partie des héros des aventures de Spirou. Même Fantasio est de la partie, lui qui prend les traits de fantastique, super-héros en devenir que l'on retrouvera peut-être dans la 3e livraison. C'est toujours Johan que l'on retrouve au dessin d'un second tome qui s'avère toujours aussi efficace que le premier. C'est frais, amusant, à rien décalé, ça porte aussi un discours plutôt positif,
Au final, ce Super Groom qu'édite Dupuis est une série vraiment plaisante à parcourir et on attend maintenant la suite avec grande impatience. Terminons cette revue des sorties par un titre sorti le 1er septembre dernier chez Grand Angle, intitulé La petite voleuse de la Tour Eiffel. D'ailleurs, le titre ne sera pas sans vous rappeler Le Canonnier de la Tour Eiffel, autre album de chez Grand Angle qui s'inscrit dans la même période et qui reprend en partie les mêmes personnages. L'équipage en charge de ce titre, qui nous propulse dans le Paris de la Belle Époque, est d'ailleurs le même. Il est composé de Jack Manini et Hervé Richer pour le scénario et de David Rath pour la partie dessin. Dans cet album, qui se lit comme une histoire complète, il est question d'une jeune femme, Juliette, qui joue les pickpockets sous la Tour Eiffel et qui sévit chaque jour à midi au moment où le coup de canon est tiré depuis la Dame de Fer. Un jour, au milieu de son butin, se cache une mystérieuse lettre accompagnée d'une photo où un homme déclare qu'il va se jeter dans la Seine suite à un chagrin d'amour qu'il n'arrive pas à surmonter. Si Juliette est une voleuse, c'est aussi et avant tout une femme avec un grand cœur et elle va tenter de retrouver ce malheureux afin de lui redonner goût à la vie et de l'espoir. C'est ainsi qu'elle retrouve l'adresse de celui-ci, qu'elle passe chez lui et lui laisse un message pour lui signaler que quelque part, quelqu'un pense à lui. Problème, c'est en fait au domicile de l'inspecteur Dormois, qui a récupéré cette lettre durant une enquête, qu'elle a mis les pieds. Comme le hasard fait bien les choses, l'inspecteur mène de son côté une traque contre cette voleuse, traque accentuée par le fait que Juliette a volé des documents capables de renverser la jeune République. Vous aurez compris que cet album, qui fait 64 pages, propose un scénario dense, des personnages attachants, et tout cela mis en scène dans un Paris de la Belle Époque, superbe sous les crayons de David Rath. Il en ressort au final un album vraiment plaisant à lire, un titre qui fait se rencontrer des personnages que tout aurait dû opposer, un titre que l'on vous recommande chaudement cette semaine. Voilà, nous en avons terminé avec ce 110e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée Tananarive ou nos différents coups de cœur, si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur Instagram sur le compte lebuller.podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à nous suivre sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube, Google Podcast ou sur votre plateforme préférée. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 111e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.